Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Le ministre en charge de l'élevage sur les sites des parcs à bétail qui doivent abriter les éleveurs après la fermeture de ceux de Bamako. Objectif, prendre les dispositions utiles pour un relogement avec toutes les commodités. Pendant ce temps, le ministre en charge de l'environnement prend langue avec ses directeurs régionaux, notamment les nouvelles régions, pour décliner la nouvelle feuille de route au niveau de l'environnement pour une lutte efficace contre les ennemis de nos forêts. Le président pour l'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation poursuit sa démarche d'inclusivité. Hier, Ousmane Soufi Maïga était au Conseil national de transition. Hors du Mali, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko promet une lutte implacable contre la mauvaise gestion de l'ancien régime de Macky Sall. Pendant ce temps, en Guinée, hier, des coups de feu ont retenti non loin du palais présidentiel et l'armée est en mode ratissage. L'actualité internationale sera développée en direct dans ce journal par Nyanya Aliou Traoré. En sport, on parlera de l'Interligue de basketball à Bougouni, de la Coupe du Mali de handball et de la Super Coupe de la CAF entre les deux poids lourds du football égyptien, Al-Ali et le Zamalek. Dans la chronique de l'environnement, dans la chronique du développement, Soumet la Berté reviendra sur un aspect très important de notre économie. Voilà pour le sommet, dans un instant les détails. Vendredi 27 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Mission de sensibilisation des populations des sites d'accueil des Kati, Sanankoroba et Zantigila. Il ressort de cette visite de terrain que les populations de ces différentes localités accueillent favorablement cette décision de reloger les éleveurs dans des parcs à bétail commodes et très conformes à la réglementation. Idem également pour les éleveurs, mais qui souhaitent que des travaux d'aménagement avec justement les normes requises soient effectués sur ces différents sites. Hier, le ministre en charge de l'élevage et de la pêche était sur ces sites. Youbaba était accompagné de notre reporter Bemba Sivi. Le ministre en charge de l'élevage sur les sites de recasement des parcs à bétail à Kati, première étape de cette visite, il a eu des échanges directs avec le comité de gestion de ce parc à bétail, un comité qui s'est dit prêt à accueillir les déguerpis. Mamadou Boli, président du comité de gestion du parc à bétail de Kati. Nous sommes prêts à accueillir les déguerpis. Il y a suffisamment de places ici. Il faut que l'État nous aide à sécuriser les domaines du parc de Kati, qui fait l'objet de spéculations ici en aménageant les restes du site. Des inquiétudes relatives à l'aménagement de ce parc hebdomadaire qui sera désormais permanent parce que sur les 57 hectares mis à la disposition, seulement 8 hectares et demi sont aménagés. Pire, le site est agressé par des spéculateurs fonciers à telle enseigne que le point de débarquement des animaux est occupé en partie par des constructions. Le deuxième site de 20 hectares est situé dans la commune de Sanakoroba, précisément dans le village de Kabé, un site qui sera bientôt aménagé. C'est le même objectif pour le site de Zantigila où il est prévu un parc à bétail de 33 hectares. Mamadou Doukouré, secrétaire général de l'interprofession filière bétail-viande. Pour sensibiliser les acteurs par rapport à ces déménagements d'abord. Les déménagements, ce n'est pas facile, demande beaucoup d'aménagement. Donc le gouvernement nous a promis d'aménager ces nouveaux sites en termes d'électricité, de toutes les commodités. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Il est vrai que des travaux doivent être réalisés pour vraiment l'accès de ces sites. La route, vraiment, c'est primordial, mais aussi des investissements importants que sont les adductions d'eau, mais aussi les parcs de vaccination et les parcs rampes d'embarquement. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que les autorités de Kati, les autorités de Zantigila, aussi bien que Sanankoroba, ont vraiment accueilli favorablement le déménagement vers leur site. C'est vrai qu'au niveau de Cathédrale, il y a beaucoup d'agressions. Déjà, le ministre en charge des domaines est en train de faire l'état des lieux de la situation.
il rendra compte à qui des droits et des dispositions seront prises. Après cette mission de sensibilisation, une autre sera entreprise, cette fois en direction des déguerpis des sites de Bamako. Pour rappel, la mise à disposition de ces parcs à bétail fait suite à la décision de fermeture de 7 marchés à bétail de Bamako. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré les différents directeurs régionaux des eaux et forêts pour leur expliquer les nouvelles orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans cette lutte contre le braconnage et la dégradation de nos forêts ainsi que de notre faune et de la flore. Orientation qui place les eaux et forêts au cœur des priorités nationales. Il a également été question de difficultés rencontrées par les directeurs, notamment des nouvelles régions. Parmi ces difficultés, on peut noter entre autres la vétusté des locaux, l'insuffisance du personnel et le manque de moyens roulants. Mohamed Kahantao pour plus de détails. La flore et la faune sont agressées au quotidien, ce qui occasionne la dégradation du couvert végétal, le pillage des ressources naturelles et forestières. Pour une meilleure coordination des nouvelles orientations du gouvernement, le ministre en charge de l'environnement a rencontré les directeurs régionaux des eaux et forêts et les responsables de l'assainissement. Mamadou Samaké. C'est vous qui répercutez les orientations sur le terrain. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis à différents niveaux. Au premier rang desquels des défis sécuritaires, bien entendu. Les orientations du ministre Samaké devant permettre de restaurer le couvert végétal et protéger l'environnement ne sont pas passées sous silence. Même si l'heure n'est pas à la présentation du bilan à mi-parcours, l'occasion est donc offerte à la directrice générale des eaux et forêts d'évoquer quelques activités réalisées de mars à maintenant, sans oublier les contraintes. Inspecteur général Kanouté Fatmata Kone. Les orientations données portant entre autres sur la finalisation du processus de désignation des directeurs dans les nouvelles régions, l'inscription de la militarisation du service des eaux et forêts dans le plan d'action des recommandations du dialogue intermalien, le recrutement au concours d'entrée à la fonction publique d'un quota de 230 agents, dont 3 ingénieurs, 165 techniciens et 62 agents techniques. Quant aux contraintes, elles portent sur l'insécurité dans les domaines forestiers et fauniques, l'insuffisance des moyens de transport individuels et collectifs. La coupe abusive du bois, la mise en œuvre des plans d'aménagement et des contrats de concession, la vigilance dans les postes de contrôle, le contrôle minier, les plans sécuritaires et la faune dans l'espace AES sont les principaux sujets abordés. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Vous avez besoin de moyens roulants. Il y a la vétusté des locaux aussi, pour certains d'entre vous. Il y a le manque de personnel. Dans beaucoup de directions régionales, il y a une insuffisance de personnel. Il y a un problème aussi d'adéquation entre le personnel qui est là et les besoins. Les choses vont aller de façon graduelle. On ne pourra pas régler tout. Cette rencontre se tient un mois après la nomination du nouveau directeur dans les régions récemment créées et le ministre Samaké dit compter sur ses responsables pour la bonne exécution des orientations. Autre rencontre, celle de la commission en charge pour l'élaboration de l'avant-projet de la charte pour la paix et de la réconciliation avec le Conseil national de transition. La démarche consiste à recueillir les attentes et les préoccupations du CNT en vue de l'élaboration justement de ce document référentiel qui va comporter la charte qui servira désormais de boussole pour toute initiative visant à aspirer à la paix et à la réconciliation nationale au Mali. Le point de la rencontre, c'est avec Arif Djoumatina. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui est à pied d'œuvre depuis quelques mois, poursuit sa démarche participative et inclusive, à échanger avec les différentes couches du pays dans le but de prendre en compte leurs avis et suggestions pour l'élaboration du document de référence qu'est la Charte. Et le présent cadre de concertation de la commission concerne le Conseil national de transition, faisant partie des institutions vitales du pays. Ousmane Issoufou Maïga, président de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cette rencontre est une étape du cadre d'échange que nous avons voulu avoir avec les institutions de la République, en lien avec la mission que le chef de l'État a bien voulu nous assigner, à savoir la rédaction d'un avant-projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. L'organe législatif représentant le peuple remercie la Commission pour ses différentes actions, notamment l'initiative d'écouter l'ensemble des forces vives de la nation avant de décliner les grandes lignes de ses préoccupations.
Amefoune Mahalmadane, 4e vice-président du CNT. La charte doit énoncer de grands axes forts qui sont de nature à imposer la paix et à la maintenir. Le Conseil national de transition serait heureux de constater que l'avant-projet de charte se soucierait de ériger la promotion et la défense de la paix et de la réconciliation nationale au nombre des devoirs des citoyens prévus au chapitre 2 de la Constitution du 22 juillet 2023. Les membres du Conseil national de transition, au cours de la rencontre, ont souhaité avoir des éclairages par rapport à la prise en compte dans le nouveau document de certaines problématiques récurrentes relatives à la gouvernance locale, aux droits humains, à la justice transitionnelle, ainsi qu'aux problèmes fonciers. La commission en charge de la rédaction de l'avant-projet de la charte, dans l'exécution de sa feuille de route édictée par le chef de l'État, s'attellera à accorder une attention particulière à toutes les initiatives concourant à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation. Le Conseil national de transition, qui a presque touché toutes les aspirations du peuple malien lors de ce cadre d'échange, a encouragé et réaffirmé son accompagnement à la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour sa démarche. Ouverture à Bamako d'un atelier de partage des résultats de recherche du programme Justice et Stabilité au Sahel. L'objectif principal de cet atelier est de diffuser les résultats des études menées par des organisations œuvrant sur les questions liées au climat, au genre, au conflit et de formuler des recommandations pour mieux les intégrer dans les programmes et d'initiatives de plaidoyer. Agibou Koulibaly nous en dit plus. Merci Corps, une organisation internationale présente dans plus de 40 pays, soutient les communautés les plus vulnérables à surmonter les crises et à saisir les opportunités, que ce soit face aux conflits ou au changement climatique, pour renforcer leur résilience. Cet atelier de Bamako mettra en lumière les résultats de 5 études effectuées dans le cadre du programme JAS, en collaboration avec Merci Corps, CARE et Wanet Mali. Cheta Soit directrice des programmes de Merci Corps, représentante du directeur pays. Le présent atelier s'associe à nos amis WANEP et CARE, s'inscrit dans le cadre de la dissémination de produits de recherche. Ces données prouvent que nous souhaitons mettre à la portée de tous les acteurs pour servir à éclairer la conception du programme Projet Nouveau au Mali et dans le Sahel ou pour améliorer la mise en œuvre des programmes existants dans le cadre de la prévention et gestion de conflits en lien avec les ressources naturelles dans le contexte de changement climatique. Mahamadou Kambara, représentant de l'ambassade du Royaume-Uni. Nous sommes aujourd'hui pour discuter des résultats des recherches essentielles menées dans le cadre du programme Justice et Stabilité au Sahel JAS. Ce programme qui est financé par le gouvernement britannique témoigne de notre engagement continu à promouvoir la paix, la stabilité et une gouvernance inclusive au Mali et dans la région du Sahel. Cet événement offre également une plateforme pour échanger sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de gestion foncière. Traoré Fatoumata Koulibaly, conseillère technique au ministère de l'Agriculture. Cet atelier est opportun à double titre. D'une part, pour les résultats pertinents qui seront partagés avec l'État, les partenaires techniques et financiers, les corporations paysannes appropriées et les communautés des zones d'intervention. D'autre part, pour la mutualisation des moyens, des synergies d'action entre les ONG, dans l'effort généreux d'éclairer la conception, la mise en œuvre et la coordination des programmes efficaces de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles et au changement climatique au Mali en particulier et au Sahel de façon générale. Les recommandations formulées lors de cet atelier serviront de levier pour un plaidoyer au sein d'une coalition multi-acteurs afin de promouvoir l'utilisation des résultats de recherche dans les politiques et pratiques locales. À 13h passé de 14 minutes au Sénégal, nous accueillons Nyanya Alou Traoré pour la page internationale en direct de ce journal. Nyanya, bonjour. Bonjour Ousmane Dao, bonjour à tous. Bienvenue, ce fait un plaisir de vous retrouver. Merci. On va prendre la direction justement du pays de la Teranga où le Premier ministre Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la corruption généralisée sous l'ancien régime. C'est une véritable guerre annoncée par le Premier ministre sénégalais dans la lutte contre la corruption sous l'ancien régime de l'ex-président Macky Sall. Cette décision était l'une des
promesses de campagne du président Bassirou Diomaye Faye, il a dressé l'état des lieux de la situation économique du pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté les principales conclusions avec des ministres. Il estime que les charges contre l'ancien régime sont nombreuses et des enquêtes seront ouvertes. Nous étions loin d'imaginer que les choses étaient aussi catastrophiques, a-t-il déclaré. Les prochains mois seront difficiles mais doivent permettre de se remettre sur le bon chemin, a-t-il conclu. En attendant, en Guinée-Conakry, des coups de feu ont été entendus hier soir près du palais présidentiel. Oui, les forces spéciales autour du palais présidentiel Sékou Touré, victime de coups de feu de 11 soldats selon un responsable diplomatique proche du dirigeant guinéen. Mais les militaires ont vite maîtrisé la situation. Suite à ce drame, l'armée a immédiatement bouclé le centre-ville et a évacué la population. Toutes les rues menant vers le palais présidentiel ont été fermées à la circulation automobile et piétonne. 3 des assaillants ont été tués et 8 autres arrêtés. La situation est sous contrôle, mais reste floue car la présidence de Guinée a démenti hier des coups de feu. En Algérie, les autorités ont établi hier avec effet immédiat un visa avec le Maroc. Une situation de déjà-vu. Rappelez-vous, Ousmane Dao, en août 2021, le pays avait rompu ses relations diplomatiques avec le voisin algérien. Nous sommes en 2024. Alger accuse Rabat de mener des actions attentatoires à sa stabilité. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères évoque l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, de contrebande, d'immigration clandestine. Le Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles, a déclaré son ministre des Affaires étrangères. On va quitter le continent et prendre la direction des États-Unis pour évoquer l'Assemblée générale des Nations unies où le président kenyan William Ruto a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Objectif, la célébration des 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. M. Ruto a exprimé sa gratitude envers les États-Unis pour ce qu'il considère comme un soutien essentiel à l'Afrique, particulièrement face aux crises en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Le 25 septembre dernier, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thompson-Greenfield, a annoncé une aide humanitaire de 424 millions de dollars destinée à soutenir les victimes de cette guerre. On reste toujours à l'ONU où on a évoqué à la tribune des Nations Unies la guerre au Soudan. Oui, à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont organisé une réunion consacrée à la guerre qui fait rage au Soudan depuis le 15 avril 2023. Ils sont disposés à continuer à mettre la pression sur les parrains des deux camps, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Dogolo, dit MTT. On va juste rappeler que la voix du Mali sera portée à la tribune des Nations Unies par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte-parole avec du gouvernement. Nos envoyés spéciaux là-bas, Sira Bachili et Aruna Diara. Voilà. On termine par l'Indonésie où un éboulement a fait 15 morts et 25 disparus. Un triste bilan annoncé ce vendredi par le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes de la province de Sumatra Ouest. Les causes de l'accident, un glissement de terrain dans une mine d'or dans l'ouest du pays. Les recherches se poursuivent toujours concernant les 25 personnes portées disparues Ousmane Dao. Vous étiez disparu un moment de nos radars. On vous a retrouvé pour la page internationale de ce 13h. C'est avec beaucoup de plaisir. On va prendre la direction des stades. Dans cette page sportive qui annonce, dans ce générique annonce, on parle de basketball avec le tournoi de montée en première division qui se déroule à Bougouni. La Coupe du Mali de handball se déroule, elle, au niveau de la salle Salamatou Maïga. Sur le continent, l'actualité footballistique est dominée par la Supercoupe de la CAF qui oppose deux géants du football italien, sinon égyptien, sinon les deux géants Al-Ali ou le National et les Amalek du cœur de l'étincelle en perspective ce soir dans cette finale. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. La Supercoupe de la CAF 2024 opposera les champions en titre de la Ligue des champions de la CAF, Al-Ali d'Égypte, à leurs rivaux historiques, les Amalek du Caire, qui détiennent actuellement la Coupe de la Confédération pour un affrontement de haut niveau. La rencontre est prévue pour ce soir à 21h heure locale, 18h
temps universel. La collaboration entre la CAF et Puma continue donc de mettre en avant le football africain à travers des designs originaux et significatifs, notamment le ballon au lard qui sera proposé à la vente pour les fans. Les billets de cette Supercoupe se sont écoulés en seulement 24 heures après leur mise à vente. Eh bien, la rencontre aura lieu dans le très primé Kingdom Arena à Riyad, en Arabie Saoudite. Zone UFOA A, la Sierra Leone et le Sénégal se sont qualifiés pour la finale de la compétition de la zone et du coup pour la phase finale de la CAN de la catégorie. Si les qualifiés de la zone UFOA A sont connus, le tournoi de la zone UFOA B est prévu du 17 au 31 octobre 2024 à Lomé, au Togo. Coupe du monde futsal. Le Maroc arrache une forte qualification et retrouve le Brésil en quart de finale. Très vite mené au score, ensuite largement en tête, puis finalement sous pression jusqu'au bout. Le Maroc a battu l'Iran 4-3 dans la douleur hier en huitième de finale de la Coupe du monde de futsal 2024 à Bukhara, en Ouzbékistan. Le champion d'Afrique défiera le Brésil en quart de finale. Ce sera dimanche. Le Brésil, c'est l'adversaire qui avait mis un terme à leur parcours historique au même stade de la compétition lors de la dernière édition en 2021, battu 1-0. L'heure de la revanche a certainement sonné. Basketball pour terminer. En marge de l'Interligue de basketball à Bougouni, le gouverneur de la région a offert un important lot d'équipements aux acteurs de la balle au panier. Ce don est composé de maillots pour les joueurs, des tenues pour les arbitres et des adroits tactiques pour les entraîneurs, entre autres. La remise s'est déroulée sur les deux sites où se déroule la compétition, à savoir le terrain Sacro-Mairie et le lycée Kalilou Fofana. Notre envoyé spécial Salif Ouedraogo nous donne des précisions. Le gouverneur de Bougouni accompagne les acteurs avec un lot d'équipements. Il a offert des jeux de maillot aux joueurs, des adroits tactiques aux entraîneurs, des tenues aux arbitres et officiels de table. Ce geste est apprécié par les bénéficiaires. Mamadou Doumbia, président de la commission technique de la Fédération malienne de basketball. C'est une première que les autorités, surtout à ce niveau de la compétition interligue, c'est une première que les arbitres soient habillés par la première autorité. Et ça nous fait chaud au cœur. Et je crois que ça va motiver davantage les camarades et ils vont sentir que dans cette activité, ils ne sont pas en reste, ils sont comptables. Vraiment, nous remercions les autorités et demandons vraiment à d'autres de s'impliquer pour vraiment la cause des arbitres. Il s'agit pour le chef de l'exécutif régional d'encourager les jeunes à la pratique du sport, principalement le basketball. Général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région de Bougouni. La remise de ces équipements sportifs est pour nous le moyen de contribuer à la bonne organisation de cette compétition à Bougouni. Nous avons voulu aussi, à travers ce geste-là, exprimer notre soutien et accompagnement à la Fédération malienne de basketball pour la promotion des disciplines sportives dans notre pays. Nous attendons pour la région de Bougouni, c'est qu'au sorti de cette compétition, qui a beaucoup plus d'engouement et d'engagement des jeunes de la région, en tout cas vers cette discipline sportive qui a tout donné à notre pays au plan continental et au plan international. Donc nous avons voulu effectivement que ce tournoi sportif soit une fête de la jeunesse malienne. Bougouni, Salif Ouedraogo, Gibril Bagayogo pour l'ORTM. Chronique du développement. Celle de ce vendredi s'intéresse aux prêts concessionnels entre une entité étatique et les institutions financières internationales. Si ce type de prêt présente des facilités d'accès, en revanche, il peut provoquer le surendettement des pays emprunteurs, notamment ceux en voie de développement. Alors, qu'est-ce qu'un prêt concessionnel et quels sont ses avantages? Éléments de réponse dans ce numéro de la chronique signé Soumela Berté et Marc Damélé. Les transactions financières entre un État et une institution financière internationale se font généralement sous forme de dons ou de prêts. Les prêts sont de plusieurs natures et parmi eux, il y a ce qu'on appelle les prêts concessionnels. Pour mieux comprendre ce type de prêts, écoutons les explications du Dr Mamadou Cissé, économiste. Le prêt concessionnel, pour bien le comprendre, il faut l'opposer au prêt non concessionnel. Le prêt non concessionnel, c'est les prêts qui sont octroyés dans des conditions du marché. C'est-à-dire qu'un gouvernement, une entreprise ou encore une structure qui décide de prendre un prêt au prix du marché, entendez par là le taux exigé par le marché,
Ces types de prêts sont appelés prêts non concessionnels. Maintenant, parallèlement à ces prêts, un gouvernement peut avoir accès à des prêts qui sont donnés par des institutions internationales, par exemple le FMI ou la Banque mondiale, peut accéder auprès de ces institutions-là des prêts qui ne sont pas calqués sur les conditions du marché. Donc ce sont des prêts qui sont donnés en dehors du circuit normal des marchés financiers et qui lient deux entités, généralement les institutions internationales et des États. Si les caractéristiques des prêts concessionnels leur confèrent un statut particulier, parmi lesquels l'élément don, alors quelles sont les conditions qu'un pays doit remplir pour accéder à ce type de prêts? Ce sont des prêts qui sont octroyés dans des conditions moindres que celles exigées par le fonctionnement du marché avec l'application de l'élément don. Maintenant, les caractéristiques, les deux dimensions de capacité et de vulnérabilité sont couplées pour mettre en relief la possibilité du pays d'y accéder. Donc, les institutions vont maintenant tenir compte du fait des dimensions qu'on peut associer à la capacité macroéconomique du pays ainsi qu'à sa vulnérabilité. Et dans ces conditions, il y a deux grandes dimensions qu'il faut retenir, à savoir est-ce que ces dimensions sont inférieures ou supérieures. Pour l'appliquer au cas du Mali, par exemple, les institutions comme le FMI déterminent que le Mali a des capacités de gestion macroéconomique inférieures et qui sont couplées aussi à une vulnérabilité d'endettement inférieure. Donc, ces deux critères permettent au Mali d'accéder aux prêts concessionnels. En dépit des facilités qu'offrent les prêts concessionnels, le surendettement des pays en voie de développement reste un goulot d'étranglement. Alors, quel rapport y a-t-il entre ces deux concepts? Dr Mamadou Cissé, économiste. Le surendettement du pays, c'est un concept qui de plus en plus devient très discutable. Pour la simple raison que les seuils qui sont fixés ne sont pas des seuils scientifiquement démontrés, les seuils de 80%, de 60% du PIB. Parce que simplement, l'endettement du pays est généralement calculé, le degré d'endettement du pays, bien sûr, à partir du ratio entre la dette et le PIB. Ce ratio est discutable d'un point de vue scientifique parce qu'il met en relation d'abord deux paramètres qui n'ont pas les mêmes spécificités, parce que la dette est une variable de stock, tandis que le PIB est une variable de flux. Le plus souvent, les institutions tiennent entre 60 jusqu'à 80% du pays. Mais nous constatons qu'avec la pandémie de la Covid-19, ce ratio a été pulvérisé. Vous prenez les pays développés qui sont intervenus massivement dans les aides sociales, ce ratio est pulvérisé. Le surendettement n'est pas un concept scientifiquement admis. Mais qu'est-ce qu'on fait de la dette surtout? C'est ça qui est le point le plus important. En tous les cas, la problématique du surendettement des pays à revenus faibles reste entière. Toutefois, selon les spécialistes, le Mali, avec une projection des taux d'endettement de 57% du PIB en 2024-2025, accéder aux prêts concessionnels ne posera pas de problème macroéconomique durant cette période. À 13h passées de 26 minutes, à Dlogo Kakulu et à Dramane et Région Kaïs, à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Draman Sanogo, mise en ligne Badi Touré, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Soumeï Laberté. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fatim Namili sera là pour les avis et communiquer. Bon week-end à toutes et à tous. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.